Bienvenue sur Saga Ancestrale. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par la légende. Si cette histoire apaise votre esprit, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune vidéo. La légende du jour est la lignée de la Lémurie. C'est parti. Il fait nuit, mais la lumière demeure. C'est elle, fluide et vivante, qui glisse à travers la paupière fermée de ceux qui dorment. Quelque part, dans une chambre silencieuse, une femme s'allonge. À ses côtés, un homme respire doucement, captif lui aussi du sommeil. Tous deux voyagent, sans le savoir. Tous deux entament ce même voyage tissé d'eau, de sel et de songes anciens. Ce n'est pas n'importe quelle nuit, ce n'est jamais n'importe quel rêve. Peu à peu, la chaleur de la couette s'efface et la sensation de flottement s'installe. La gravité se dissout, la lourdeur du corps se fait légère. Avant que la conscience ne se brise tout à fait, il y a cette étrange lucidité, la certitude de basculer, enfin, dans la profondeur. La voilà, la porte du rêve, immense, translucide. Elle s'ouvre sur un royaume bleu, où la lumière danse sur le lent balancement des algues. Ici, le soleil semble filtré par des couches invisibles. Il n'en reste que des rayons d'or, des cisailles mouvantes, qui effleurent la peau de ceux qui glissent dans l'eau. Les temples de corail s'élèvent en arches naturelles, griffés de luminescence et d'ombre. Rien n'est froid, rien n'est dur. La mer est tendre, accueillante, presque familière. La femme regarde ses mains et elles sont fines, diaphanes, car tout ici paraît fait de lumière et d'eau. Elle découvre qu'elle respire. Elle comprend, sans surprise, qu'elle n'a pas besoin d'ouvrir la bouche ni de chercher l'air. Sa poitrine se soulève au rythme lent de la houle et une sensation de béatitude, d'euphorie calme, envahit son esprit. Déjà, l'homme est là, auprès d'elle, mais son visage flotte un peu, imprécis, comme s'il portait tous les visages de la douceur humaine. Autour d'eux, d'autres formes apparaissent, des silhouettes humaines, jeunes et vieilles, hommes et femmes, enfants et vieillards, qui flottent lentement dans ce vaste sanctuaire. Tous se déplacent avec grâce, sans se heurter, portés par le même courant invisible. Aucun bruit ne trouble cet espace, mais chacun sait d'instinct. Ici, l'écoute est plus profonde, plus vaste que la parole. La grande salle de corail s'ouvre sur des coulées de sable blanc. De larges anémones pulsent doucement et des poissons aux couleurs d'incendie tissent des motifs changeants dans les arches. Ici, chaque battement de nageoire dessine une arabesque silencieuse. Les octopus, sages anciens aux bras sinueux, observent avec des yeux pleins de sagesse et de patience. On croise même, parfois, le vol discret d'une raie, planant comme une étoile au-dessus des dunes marines. Pour la femme, tout semble d'abord étrange, mais ce sentiment d'étrangeté n'est qu'un vernis fragile. Bientôt, ce monde devient une évidence. Elle sait lire dans les mouvements qui l'environnent, décoder l'émotion qui passe dans le tressaillement d'une nageoire ou la subtilité d'une bulle. Mais plus impressionnant encore est ce fil ténu, ininterrompu, qui la relie aux autres. Elle sent battre, tout autour d'elle, un cœur immense, partageant ses battements. L'homme à ses côtés la frôle et dans leur proximité, quelque chose d'inédit s'éveille. Une conversation sans mots, une vibration profonde qui court de leur poitrine à leur souffle. Ils n'ont pas besoin de parler. Chaque exhalaison, chaque brasse, chaque infime pression de paume contre le courant transmet leurs pensées. Tout ici devient message, invitation, poème énigmatique adressé d'un être à l'autre. Sous la voûte du corail, une ancienne procession avance. Les formes humaines, liées entre elles, font circuler une torche vivante, un fragment de lumière ondulant entre leurs mains. Cette lumière palpite d'histoires anciennes, de souvenirs oubliés, de promesses. À chaque passage, elle imprime sur eux une douceur supplémentaire, une mémoire qui ne s'est jamais perdue mais qui, ici, se réveille. La femme ferme les yeux. Pas de peur, ni d'hésitation, mais un bonheur enfantin devant le mystère retrouvé.
Elle laisse la mémoire des eaux remonter en elle. Les images affluent. Elle se voit, dans une autre vie, marcher sur le rivage d'un continent submergé, les pieds nus dans la mousse fraîche, la brise humide pleine de sel. Les chants des dauphins, la pulsation des vagues, la chaleur simple du soleil sur ses cheveux. Tout lui revient comme une histoire familière que l'on croyait perdue. Dans le même temps, elle sent couler dans ses veines le souvenir de ceux d'avant, ceux qui, avant de parler, communiquaient ainsi. Un bruissement de souffle, une onde modulée, et tout était dit. La tristesse, la joie, la promesse, la peur, la gratitude. Il suffisait de s'accorder sur la vibration, d'écouter la résonance du cœur. Parfois, dans le monde éveillé, il lui arrivait d'éprouver un regret sans nom, une nostalgie muette, comme si quelque chose, enfoui au plus profond d'elle-même, aspirait à ce retour. À présent, elle comprend ce que cette nostalgie voulait lui dire. Ici, au sein de ce rêve, elle retrouve la maison secrète que son âme n'a jamais oubliée. Le temps s'étire, palpable et souple comme un courant marin. La procession se dissout et chacun va explorer sa propre route. La femme s'éloigne lentement, guidée par une intuition sans faille, un fil invisible qui l'attire vers une alcôve de lumière. Au seuil d'une caverne de corail blanc, elle découvre une porte vivante, une membrane souple, palpitante comme un cœur de coquillage. Elle la traverse, un simple battement de cils, et la voilà dans un espace plus intime, un sanctuaire refermé sur elle-même. L'eau y frémit d'une façon singulière, comme si elle chantait, et la lumière y sème des taches d'arc-en-ciel. Au centre, baignée dans une douce auréole, siège une créature étrange. Mi-femme, mi-méduse, elle flotte, vêtue d'un manteau d'argent pâle, entourée d'algues flottantes qui bruissent doucement. Son regard est vaste, ancien, d'une tendresse insondable. La créature la salue sans geste ni mot, mais dans l'eau, une vibration s'élève, timide, rassurante. La femme comprend alors que ce chant, c'est le sien. Elle reconnaît le motif, cette litanie d'harmonique qui vibre tout au fond de sa cage thoracique. Elle n'ose d'abord pas répondre, puis se laisse guider par le souffle de son ventre. Elle émet, elle aussi, une onde, timide d'abord, puis confiante. Les deux motifs s'entrelacent, s'accordent, composent une phrase longue et souple. Le message, clair comme l'eau, traverse son esprit. Chaque rêve que tu fais n'est pas un hasard. C'est la mémoire profonde qui t'appelle, la source première qui ne cesse de murmurer, même après tant d'exil et de séparation. La femme sent sa propre histoire pulser au rythme de cette rencontre. Elle se rappelle l'enfance, l'époque où chaque rivière, chaque goutte, chaque plage évoquait une aventure ou une fable. Elle se souvient du vertige que l'on ressent, debout sur un promontoire rocheux, à imaginer les abysses cachés sous le miroir calme de la mer. Tout cela, pense-t-elle, n'était qu'un prélude. Elle ne souhaite pas quitter ce lieu. Pourtant, une curiosité la pousse à explorer plus loin. Elle s'aventure hors du sanctuaire, traverse des couloirs tissés de corail bleu, croise le passage d'une nuée de poissons-anges, argentés et malicieux. Chaque rencontre, chaque frôlement d'ailes dans l'eau provoque de nouveaux souvenirs. Dizaines, centaines, peut-être milliers. Les sensations affluent, résonnent, grandissent jusqu'à former une vaste symphonie de réminiscences. Dans ce monde aquatique, les blessures semblent loin. La surface et ses peurs, les contraintes de la ville, le tumulte du jour, tout cela n'est plus qu'un écho assourdi. Pas de murs, pas de frontières. Les êtres ici évoluent dans une grande lenteur, comme si chaque geste était un hommage à la douceur du temps. Parfois, la femme s'arrête devant un pilier de corail scintillant et y lit les marques laissées par d'anciens rêveurs. De fins filaments phosphorescents s'y entrelacent, tressés en motifs de spirales et d'étoiles. Elle comprend, d'instinct, qu'il s'agit de souvenirs collectés, de messages gravés dans la matière vivante. Chacun y a laissé un fragment de sa joie, un chagrin, une prière. À son tour, elle effleure la surface du doigt, y dépose une vibration douce, une gratitude simple,
je me souviens. Plus loin, l'homme l'attend, patient, l'ayant suivi sans hâte, avec la même confiance. Ils s'unissent, main dans la main, et recommencent à flotter ensemble, traversant d'autres salles, d'autres arches. Par moments, ils se laissent dériver, portés par la caresse du courant. À chaque pas, les contours du rêve se précisent, et ce qui semblait irréel devient solide, tangible, plus vrai que le monde qu'ils viennent de quitter. Mais, dans cet univers, l'impossible est la seule règle. Voilà que la femme sent soudain la mémoire de ce voyage couler au plus profond de son corps, s'enrouler autour de ses organes, palpiter sous sa peau. Elle se souvient qu'elle a déjà plongé ici, 1000 fois, dans d'autres nuits, d'autres vies. Elle revoit des ancêtres, silhouettes d'hommes et de femmes aux cheveux tressés de perles de nacre, célébrant la lune sous la mer, prodiguant des rires silencieux dans la lumière dorée d'un crépuscule sous-marin. L'homme aussi se souvient. Il revoit son propre passé, entremêlé à celui de la femme, comme deux rivières qui rejoignent le même estuaire. Il ressent une blessure ancienne, une séparation, une promesse de retrouvailles. Mais le rêve, généreux et sage, pense cette blessure chaque nuit, la recouvre d'une mousse tendre, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un léger frisson de gratitude. Ensemble, ils poursuivent leur exploration. Ils croisent une troupe d'enfants qui jouent à travers les colonnes de corail, lançant des éclats de rire muets dont la vibration traverse l'eau jusqu'à eux. Dans la transparence mouvante d'une aube marine, alors que la lumière s'infiltre à peine entre les courbes du large, tout devient silence. Non pas une absence, mais plutôt une plénitude, un monde chargé de possibles. C'est ici, dans le velours bleu des profondeurs, que dorment les échos d'une histoire plus ancienne que toute humaine mémoire. Une histoire murmurée par la source qui nourrit l'océan, fileuse de souvenirs et de chants. On raconte, sur les rivages baignés de brume, que les Lémuriens, peuple aux gestes fluides et au regard d'ambre, marchaient sur le seuil du temps, entre terre et mer. Ils étaient porteurs d'un savoir à la fois simple et infini, celui que la vibration et langage, la résonance, mémoire. Quand ils allaient s'immerger, doigts posés sur la surface de l'eau, ils laissaient glisser de simples notes, guirlandes sonores, qui descendaient s'enrouler autour des algues, se levaient dans les creux du sable et s'alourdissaient de douceur pour devenir chants cristallisés, gravés dans la mémoire fluide de l'eau. Ces chants ne sont pas partis. Le silence n'est qu'une illusion, car toute vibration laisse son empreinte. Chaque parole d'amour déposée dans une baignade partagée, chaque rumeur du vent, chaque secret confié aux marées. De cette symphonie fondatrice, il demeure des filaments invisibles qui circulent sans relâche, frémissements quasi imperceptibles, pulsations du monde caché sous la surface, comme la caresse d'un mot oublié qui revient parfois, sans prévenir, au bord des songes. Ainsi certains enfants, nés quelque part dans la lumière vacillante entre mer et terre, portent un don léger et fragile, un fil tendu vers l'invisible. C'est lors de vacances passées sur des plages silencieuses, ou pendant de longues journées d'orage où la fenêtre est un rideau mouillé laissant entrevoir le vaste monde, que naît en eux la curiosité immense de s'approcher de l'eau, d'y plonger, d'écouter. L'enfant s'agenouille sur le sable, retient son souffle et pose ses mains aux paumes ouvertes contre la fraîcheur liquide. Tout devient alors attente, suspendu à ce qui viendra. Parfois l'écho survient sans prévenir. Ce n'est ni une voix humaine ni une musique connue. C'est comme un effleurement, une note vive qui scintille puis s'évanouit, laissant la certitude d'avoir été touché par quelque chose d'essentiel, de vieux et de tendre. Ce sont les chants cristallisés que les anciens Lémuriens semaient pour que le lien entre l'eau et la vie jamais ne se brise. L'enfant, cœur battant, reste longtemps près de la vague, confie au ressac ses questions muettes, reçoit en échange ces fragments de mélopée où flottent des images, des couleurs diluées, des souvenirs qu'il n'a pourtant jamais vécus. C'est ce que perçut un jour Alia, petite silhouette effilée hantant le rivage juste avant le lever du soleil. Elle aimait ce moment où la lumière semble hésiter, où chaque chose, chaque grain de sable, chaque souffle marin semble porter un secret. Ses grands yeux s'emplissaient du mystère du monde chaque fois qu'elle s'approchait de l'océan. Elle s'agenouilla près d'une flaque laissée par la marée, ajouta son souffle au vent,
et sentit la surface frémir, non sous la brise, mais d'un mouvement venu d'ailleurs. Elle sentit alors, pénétrant comme un souffle doux à l'intérieur de son cœur, une vibration. Ce n'était pas un son, ni même une parole, du moins pas selon la langue des adultes. C'était plus ancien, comme le sentiment d'être bercé, enveloppé par une main invisible, caressé par une berceuse trop ancienne pour avoir un nom. Les yeux fermés, elle perçut comme une fresque de lumière dorée. Dans l'eau, des lueurs tournoyaient, se frôlaient, se rejoignaient en spirale lente. Et dans ce ballet, elle crut reconnaître les ombres de silhouettes fines, ondulantes et silencieuses, les lémuriens dansant sur le fond sablonneux, tissant des arcs entre leurs mains, laissant fugitivement leurs empreintes sur la peau du monde. Ce souvenir n'était ni triste ni joyeux, il était plein, entier. Alia comprit que la mer n'est jamais seulement présente, ni liée à l'instant. Elle est une passagère qui porte en elle tout ce que la terre a aimé, toutes les joies, toutes les peines, toutes les histoires murmurées au fil des âges. La mémoire de l'eau, immense spirale contenue dans chaque goutte, se souvient de toutes les tempêtes traversées, des larmes salées versées, des rires éclatants sous la pluie, des mains jointes des amants, des adieux chuchotés face à l'horizon. Ce jour-là, Alia revint souvent auprès de la mer, guettant le moment propice où le silence s'épaissirait, où l'écho reviendrait, où elle pourrait à nouveau sentir la présence dans le champ de l'eau. Bien vite, elle remarqua qu'elle n'était pas la seule à ressentir cela. D'autres enfants, parfois rencontrés lors de jeux imprévus sur le sable encore tiède, rapportaient des rêves étranges ou des sensations inhabituelles lorsqu'ils plongeaient la tête sous l'eau ou quand une vague déferlait contre leurs chevilles. Un garçon roux, un peu bourru, avoua avoir entendu une nuit des clochettes de cristal qui semblaient rire sous la surface. Une fillette plus âgée, qui apprenait à nager dans les vagues, raconta qu'à chaque brasse très profonde, une note l'accompagnait, claire et lumineuse, puis s'effilochait dans le silence. Peu à peu, un jeu involontaire se créa entre eux, comme si la mer tissait des liens d'un enfant à l'autre, d'un rêve à l'autre. Ils s'essayaient à garder le silence, à plonger la tête aussi loin que possible sous l'eau, les oreilles tendues, le souffle suspendu, cherchant ce petit rien. Une vibration, une houle plus douce, un frémissement lumineux. À ces moments-là, chacun puisait, sans toujours comprendre, une force neuve, comme si la mer venait leur confier un souffle, une mémoire, un secret à conserver précieusement. Et parfois, surtout dans ces instants où la lumière du soir s'attardait sur les vagues, il semblait à Alia que la mer elle-même s'approchait. Elle perdait à leurs pieds, se laissait porter par la flottaison paisible, son visage offert au ciel, ses bras ouverts dans un abandon total à la chaleur salée. Ainsi bercée, elle sentait son cœur se délier, ses pensées se dissoudre, et les notes des anciens chants, gorgés de patience et de tendresse, défilaient comme un chapelet autour d'elle. Si le miracle des chants cristallisés appartenait d'abord à l'enfance, à cette faculté d'émerveillement qui survit à la nuit, il demeurait néanmoins dans le monde adulte, discret, tapi, prêt à émerger dans les moments de grande attention. Les plus rêveurs, les voyageurs immobiles, les amoureux écoutant la mer la nuit, retrouvaient parfois ces sons étranges, ces chuchotements à peine perceptibles qui éveillent, en un instant, la vieille nostalgie d'un monde oublié. Alia, elle, se prit à vivre dans une attente douce de ce secret. Les jours gris, où la pluie s'éternisait, elle passait de longues heures à fixer la fenêtre, regardant les gouttes frapper le carreau, et s'imaginait qu'en prêtant bien attention on pouvait, même dans la plus simple flaque, entendre ces chants minuscules, comme une histoire répétée d'un âge à l'autre, un message transmis à travers toutes les eaux du monde. Une fois, alors que la nuit s'étendait sur la plage, elle eut le courage de sortir, pieds nus, frôlant les herbes mouillées, enveloppée dans une couverture épaisse. La lune jetait une pâleur étrange sur les vagues, les transformant en rubans de lumière mouvante. Alia avança jusqu'à ce que l'eau caresse ses orteils, s'assit calmement, recueillie, ferma les yeux. Sous la surface, la mer battait, profonde, tranquille. Et peu à peu, elle sentit la mémoire de l'eau s'entr'ouvrir, comme un livre secret. Elle vit défiler des visages étrangers, doux, des gestes d'adieu et d'accueil, des mains tendues.
Elle perçut, d'un coup, toutes les émotions éparpillées depuis l'aube du monde, l'espérance d'un pêcheur contemplant les flots, l'inquiétude d'un marin perdu dans le brouillard, la tendresse d'une mère lavant son enfant à la rivière, la solitude infinie d'une goutte de pluie tombant à la mer. Tout cela vibrait, relié, porté, amplifié dans la texture profonde de l'océan, car la mémoire de l'eau ne trie pas, n'oublie ni le beau ni le triste. Elle accueille tout, sublime tout, transforme chaque émotion, chaque histoire, chaque note d'amour ou de chagrin, en fragments de chant. La fillette comprit alors pourquoi, certains soirs, les nuages paraissent frémir d'or au loin. L'eau, dans toutes ses formes, pluie, brume, vague ou larmes, se souvient des visages chéris, des moments d'éternité, des craintes et des fêtes, et restitue par fragments ses souvenirs collectés à tous ceux qui prennent le temps d'écouter. Ainsi se perpétue le fil fragile de la mémoire, ce lien entre le passé oublié et l'instant présent, de roche en vague, de rêve en réalité. Alia ne chercha plus à comprendre ou à expliquer. Elle accepta de devenir, elle aussi, messagère de ses chants, dépositaire d'une mémoire plus grande que la sienne. Parfois, elle échangeait un regard appuyé avec le souffle du vent sur les dunes, ou la lumière bleue pénétrant l'écume, certaine d'y retrouver l'amitié silencieuse des lémuriens d'autrefois. Elle apprit à écouter plus qu'à parler, à regarder plus qu'à interroger, à espérer plus qu'à s'inquiéter. Les chants cristallisés, elle les sentait désormais sourdre en elle, non plus comme une révélation rare, mais comme une respiration discrète, propre à tous ceux qui acceptaient d'accueillir le monde sans crainte. Au fil des saisons, la mer changea. Les tempêtes dressaient parfois des murailles d'écume, les marées creusaient de nouveaux chenaux sur le sable. Dans la lumière hésitante du matin sous-marin, la mer semblait contenir son souffle. Au loin, les rayons du soleil tamisaient l'eau en un prisme infini, déployant sur le sable des mosaïques chaleureuses et mouvantes. Tandis qu'Adèle avançait tout en souplesse, portée par la respiration régulière de ses détendeurs, elle contemplait la magnificence silencieuse des massifs de corail, ces citadelles vivantes au cœur de l'océan. Sous la surface, tout semblait tranquille, figé dans un équilibre délicat. Pourtant, chaque anfractuosité racontait une histoire. Aux abords des jardins coralliens, les formes rivalisaient de complexité. Labyrinthes, volutes, arêtes dentelées, alvéoles disposées avec une symétrie insolente. Il y avait, par endroits, ces étranges spirales, inlassablement dessinées à l'échelle microscopique, répétées jusqu'à l'infini sur chaque colonie. Depuis que Marceau, son ami plongeur, avait parlé d'anciennes gravures semblables visibles dans les temples engloutis de Lémurie, Adèle ne pouvait s'empêcher de relier l'eau et la pierre, comme deux volets d'un même langage oublié. Tout près, une nuée de poissons-papillons irisés voguait entre les branches d'un acropora, se dissolvant puis fusionnant sous l'effet de la lumière. Leur déplacement créait des ombres mouvantes sur les polypes, minuscules êtres translucides déployant leurs tentacules pour capter de l'oxygène ou des fragments nutritifs. Adèle s'attarda sur une large formation de corail-cerveau, dont la surface roulée épousait des courbes quasi parfaites. Là, au creux des sillons sinueux, la spirale ancienne paraissait sculptée à même la chair vivante, à la fois familière et tout à fait étrange. Un frisson la parcourut, non pas de froid, mais de reconnaissance muette. Elle se laissa dériver plus avant, absorbée par ses géométries. Autour d'elle dansaient les voix feutrées de la mer, les crissements lointains des crevettes, le murmure des bulles. Chaque polype, pensa-t-elle, n'était rien d'autre qu'une minuscule bouche ouverte sur le monde. Une sentinelle, inscrite dans la chair de la terre bien avant la mémoire humaine. Ce savoir aurait pu dormir pour toujours, tapi sous les vagues, si l'on avait vu ressurgir, sur la pierre et le vivant, le même alphabet spiralé. Un peu plus loin, elle remarqua une balise usée, un simple filin lesté, témoin du passage d'autres curieux de l'invisible. C'était là, disait-on, qu'avaient été observées les spirales mouvantes dont parlaient certains plongeurs initiés. Forme quasi phosphorescente, ondulant sous la caresse de l'eau. Elle s'immobilisa, stabilisant sa flottabilité, attentive à la moindre vibration. C'est alors qu'elle aperçut l'impossible.
Dans une alcôve naturelle protégée de la houle, un massif de corail, plus ancien que tout ce qu'elle avait pu voir, dégageait une aura particulière. Les polypes ressemblaient à 1000 petites mains serrées, dressées vers la lumière, en une salutation muette. Entre le relief naturel des colonies, on devinait nettement le dessin de spirales, délicatement ourlées, s'enroulant sur elles-mêmes selon une logique rigoureuse. Au cœur de chacune, le polype central palpitait, déposant son souvenir dans la trame calcaire à mesure que des générations s'ajoutaient. Adèle avança la main, sans toucher, effleurant simplement l'eau au-dessus de ses formes. Il y eut alors un phénomène curieux, difficile à décrire. Comme si, pendant une fraction de seconde, la mer se déployait en transparences successives. Elle entrevit, ou crut entrevoir, d'autres spirales plus profondes, imbriquées sous la première couche, à la manière de ces poupées gigognes d'Adasienne, chacune révélant un secret supplémentaire. Une idée lui vint, soudaine. Et si chaque spirale n'était qu'un accès, humble et parfait, à une mémoire supérieure? De spirale en spirale, de polype en polype, l'océan lui-même inscrivait sa chronique mouvante, recueillant les vestiges d'époques révolues. Il y avait là l'ombre de l'homme, mais aussi l'empreinte de l'animal, du ciel, du souffle primordial. Comme si les coraux, en leur silence indéfectible, veillaient sur la fragile continuité d'un monde toujours menacé d'oubli. Se profilait alors dans l'eau le chant lointain des baleines, répercuté par l'écho des falaises sous-marines. Adèle aimait à penser que la musique de ces géantes entrait en résonance avec celle des polypes, modulant l'énergie alentour selon des schémas aussi invisibles qu'indispensables. Son pouce filant, calqué sur la respiration millénaire de ces écosystèmes. Au sortir de cette rêverie, elle perçut une silhouette à quelques brasses de là. C'était Marceau, surgissant d'entre les gorgones, son corps enveloppé de reflets d'or et de cobalt. Il lui adressa un signe, les yeux brillants derrière le masque, signalant d'un geste lent la découverte devant laquelle il se trouvait. Sur le promontoire du corail, s'était installée une assemblée d'êtres minuscules que l'on prenait parfois pour du simple plancton. Mais en s'approchant, on distinguait de véritables colonies, leurs corps diaphanes réfractant la lumière en une infinité d'arc-en-ciel. Ils semblaient danser, pris dans un lent mouvement de balancier, s'arrêtant parfois pour effleurer la surface spiralée, la scruter, puis repartir dans leur balai. Marceau tapota doucement sur sa montre immergeable, attentive à chaque minute passée dans la demi-obscurité. Il insista pour remonter lentement, respectant le protocole, mais il y avait dans son regard ce feu qui trahissait la découverte. Une fois de retour sur le bateau, ils restèrent longtemps silencieux, goûtant le luxe de l'air libre tandis que leur combinaison goûtait sur le bois usé du pont. Ce fut seulement en début de soirée, alors que le ciel se couvrait d'ocre et de mauve, que Marceau rompit le silence. « Tu as vu toi aussi » demanda-t-il, sa voix basse encore habitée par la vision. Adèle hocha la tête. « Oui, ce n'est pas la première fois que j'observe ces spirales, mais jamais avec cette précision. C'était vivant, pas seulement une sculpture. On aurait dit que la pierre respirait, que la forme se renouvelait sous nos yeux. » Marceau sourit, les yeux perdus dans la ligne d'horizon. Mon grand-père racontait que ces coraux étaient comme les premiers temples de la mer. Que chaque dessin, chaque courbe, était une lettre d'un alphabet plus ancien que l'écriture humaine. Peut-être sont-ils vraiment les enfants du corail, chuchota-t-il. Adèle Essitana. Les enfants du corail? Oui. Ceux qui croient que la mémoire de la planète ne se transmet pas que par la pierre sèche des montagnes, mais aussi par la fluidité vivante du corail. Que chaque polype, par la symétrie de sa croissance, se souvient de tout, et que ces spirales sont des portes, des accès à la mémoire sacrée. Les Lémuriens, disait-il, gravaient les mêmes motifs sur leurs temples. Quand la mer a englouti leur terre, elle a repris son langage. Le silence s'installa, fait de souvenirs et d'eau salée. Adèle ferma les yeux, sentant résonner ces paroles en elle, comme un écho venu d'un lieu très lointain. La nuit tomba. Leurs pensées vagabondaient,
bercé par le roulis du bateau et le chant discret des vagues. Demain, il plongerait à nouveau, espérant surprendre la naissance d'une nouvelle spirale, capter un fragment de mémoire cristallisé dans la calcite vivante. Le lendemain matin, la lumière se fit plus douce, filtrant à travers une brume légère. Le navire glissa lentement vers la même crique. Cette fois-ci, ils embarquèrent de petits carnets étanches et des crayons spéciaux, décidés à consigner la moindre observation. Avec une patience appliquée, ils se lancèrent ensemble dans les eaux azurées, retrouvant la quiétude presque irréelle des premiers instants. Autour d'eux, la vie s'organisait à nouveau. Bancs de poissons chirurgiens, murènes timides lovées sous les cornes de corail, minuscules crevettes nettoyeuses assurant le soin des anémones. Avec précaution, Adèle s'approcha de la même cavité où reposait la spirale la veille. Elle observa de longs moments, crayon en main, dessinant à tâtons les contours ondulés, tentant de saisir l'inexplicable. Soudain, une forme sembla s'animer sous ses yeux, lentement, subtilement. Ce n'était pas un simple déplacement d'ombre, ni l'artifice d'un poisson fantôme. La spirale, elle-même, semblait respirer, croître, se déplacer à la façon d'une onde, pulser en harmonie avec la houle. Marceau, à ses côtés, observa la même scène. Il nota aussi la différence infime d'une heure sur l'autre, comme si le corail, pourvu d'une patience inhumaine, réinventait sa propre géographie à mesure que les jours s'égrenaient. Cette plasticité vivante s'expliquait peut-être par la croissance elle-même, pensa-t-il, mais il y avait là une intention, ou du moins la trace d'une mémoire consciente. Le moindre polype, en s'activant, reproduisait le motif ancestral, déposant sa contribution à une vaste fresque collective qu'aucune main humaine ne cesserait jamais de compléter. Plus tard, assis sur la proue du navire, les deux amis examinèrent leurs carnets. Les dessins étaient approximatifs, mais la géométrie y affleurait. Les spirales n'étaient pas illusions. Elles s'enroulaient selon des proportions précises, proches du nombre d'or, traduisant la logique d'un univers qui échappait à la compréhension ordinaire. L'eau, pensa Adèle, offre moins à voir qu'à ressentir. C'est une langue subtile, un dialogue sans cesse recommencé entre la mémoire et l'oubli. Dans la semaine qui suivit, ils plongèrent inlassablement. Chaque jour, le massif de corail leur révéla de nouveaux motifs, d'autres silhouettes miroitantes, d'innombrables petites bouches ouvertes sur le passé du monde. Parfois, il semblait surprendre le passage de créatures translucides, presque absentes à la lumière, dont le mouvement effleurait tout juste la surface spiralée du corail. Dans les chambres en désordre des capitales effervescentes ou dans les cabanes solitaires des îles érodées par le vent, ils dormaient sans savoir vraiment qui ils étaient. Ce sont les rêveurs, les médiums, des gens que la routine d'une existence terrestre n'a jamais tenus tout à fait endormis. Parfois, dans l'entre-deux du sommeil et du réveil, ils percevaient l'appel, un murmure indistinct, ondulant comme une luciole entre les murs de leur esprit. Cela n'avait pas la netteté d'une voix. Ce n'était ni une pensée, ni une révélation soudaine, mais une envie irrésistible, une force persuasivement douce, comme le courant invisible sous la surface d'une mer calme. Parmi eux, il y avait Leïla, dont l'existence, placide vue de l'extérieur, était déchirée d'envie qu'elle ne comprenait pas. Depuis des nuits, elle voyait en rêve des paysages inconnus, des constellations de lumière glissant sous l'eau, d'étranges cités de nacre, dont l'architecture défiait la mémoire humaine. Les bâtiments, plutôt que de s'élever vers le ciel, s'enfonçaient en spirale vers des abysses d'un bleu infini. Dans les rues immergées, des êtres passaient, leurs visages lycirisés, auréolés d'étranges éclats, oscillant entre le familier et l'incompréhensible. À son réveil, Leïla sentait le sel sur ses lèvres, la fraîcheur glacée des profondeurs encore collée à sa peau. Un matin, elle se leva et sans se poser de questions, consulta une carte. Son doigt traça la courbe lointaine du Pacifique Sud, survolant l'équateur, glissant vers des îles dont elle n'aurait su prononcer le nom. Ce n'était pas de la folie, ni le fruit d'une imagination perturbée. Elle ressentait en elle la pression, pressante mais bienveillante,
d'une présence ancienne qui voulait se souvenir à travers elle. Elle n'était pas seule. À Paris, dans un appartement suspendu au-dessus de la rumeur de la ville, un homme nommé Maxime griffonnait chaque matin la même image dans son carnet. Un portail ouvert sur des profondeurs d'azur, deux mains ouvertes devant lui, comme pour accompagner, accueillir. Ses mains avaient des doigts longs, palmés, parfois flous, parfois d'une netteté insupportable. L'aube jetait sur ces murs des reflets qui ressemblaient à ceux des flots, et il perdait le sens de la frontière entre le rêve et la mémoire. Il savait que ces visions ne lui appartenaient pas vraiment, comme si un courant invisible utilisait son esprit pour faire remonter à la surface quelque chose de plus vaste, de plus ancien que lui. D'autres encore partageaient ces visions. Des femmes, des enfants, des vieillards aux quatre coins du monde, arrachés à leur nuit par la sensation insistante d'appartenir à un autre ailleurs. Ils sentaient dans leurs entrailles la fin du sel, la nostalgie d'une lumière verdâtre filtrant à travers une eau lourde et profonde. Il leur suffisait parfois d'entrevoir la surface argentée d'un bassin ou l'écume après la tempête pour sentir les larmes leur monter aux yeux, lourdes et inexplicables. Certains racontaient à voix basse, dans des cercles discrets, comment ils avaient entendu dans leur sommeil des musiques étranges, fluctuant comme des chants de baleines, mais composés de motifs inconnus, portés par une harmonie venue de très loin sous eux. Peu à peu, sans se concerter, ces rêveurs se levèrent de partout. Ils réservèrent des billets d'avion vers Nadi, Papeete, Suva, sans toujours comprendre pourquoi. Chez certains, la décision fut un soulagement, comme si, enfin, ils cessaient de lutter contre une marée dont ils n'avaient pas conscience. Chez d'autres, un affolement mêlé d'émerveillement. Leila, assise dans l'avion vers Papeete, longea le hublot du bout des doigts, traçant du doigt cette mer qu'elle devinait sous les nuages. Elle remarqua bientôt un homme au visage tiré, coiffé d'un chapeau usé, qui la fixait intensément. Dehors, la nuit s'étendait, et sous la cendre des étoiles, elle crut ouvrir, l'espace d'un instant, une faille dans ses souvenirs. L'homme, Maxime, lui adressa un sourire fatigué, comme s'ils avaient partagé un lourd secret, et ils n'osèrent pas parler tout de suite. La concordance de leurs songes, ils la découvrirent plus tard, sur le tarmac brûlant de Tahiti, en partageant les images de cités immergées, de mains tendues et de lumières mouvantes. Ils n'étaient ni fous ni seuls. Sur une jetée en bois blanchi par le soleil, ils rencontrèrent d'autres voyageurs, chacun porteur d'une version de la même histoire. Certains venaient du Japon, d'Australie, du Chili. Une femme âgée au regard clair chuchota. Lorsqu'on l'interrogea, ce sont des transmissions, pas des rêves. La lignée, c'est elle qui veut que nous nous souvenions. Autour d'eux, l'air vibrait d'une attente silencieuse et de la certitude d'être appelés pour faire ressurgir un secret enfoui avec l'océan. Leur nuit, désormais peuplée de visions partagées, se nuançait en textures liquides et sons étouffés, rappelant les profondeurs où la lumière se brise et se multiplie. C'était moins du souvenir que de la reconnaissance. Au fil des jours, chaque détail du monde en surface semblait leur adresser un signe. L'ondulation lente d'un poisson sous le quai, la chaleur salée du vent, la pression presque vive dans les tempes, rythmée comme la houle. Quand Leila fermait les yeux, elle sentait presque la lourde densité de l'eau l'envelopper, la porter le long des avenues de corail et de verre flottant, où les visages la fixaient, nimbés d'une lumière iridescente. Ils étaient beaux, mais pas humains. Une élévation, ou plutôt une horizontalité, dans les regards, sans front mais tout de finesse dans la bouche, les yeux et la peau miroitant autour de la tête tel un halo lunaire. Les êtres semblaient parler, mais nul son n'atteignait son oreille, seulement la translation lente de vibrations qui trouvait écho dans sa poitrine. Il lui montrait des objets, des sphères contenant des bribes d'autres vies, et il semblait lui souffler que rien ne disparaît jamais, que tout ce qui fut vécu, un jour se retrouvera. Maxime, de son côté, rêvait du même rituel chaque nuit. Il traversait en nageant de longues galeries sinueuses, des arches courbées de pierre claire, suivant une procession. À l'avant, un jeune garçon portant un masque aux yeux oblongs avançait avec précaution, chantonnant tout bas, et autour d'eux,
le peuple des profondeurs déposait des songes dans de grandes amphores translucides. Parfois, ce rêve s'interrompait dans un déchirement aqueux. Il percevait alors la souffrance de l'oubli, la nostalgie d'une frontière brisée il y a très longtemps. Il devint vite clair, à mesure que les voyageurs du sommeil comparaient leurs expériences, qu'ils captaient tous un même signal traversant des couches de temps et d'eau, relayé par quelque chose de très ancien. Ces visions n'étaient pas de simples hallucinations individuelles. Elles étaient l'écho persistant d'une mémoire collective, celle de la lignée qui, des profondeurs, tentait de se faire entendre à travers eux. Les transmissions franchissaient l'immensité du Pacifique et s'immisçaient dans la matière vivante de leur esprit, afin d'y déposer des éclats de souvenirs, des fragments de civilisations oubliées, et pressentaient la fuite de quelque chose de terriblement précieux. Certains médiums, plus sensibles, entrèrent dans une transe légère dès leur arrivée sur les plages blanches du sud. Ils s'assirent en cercle les pieds dans l'eau, la tête levée vers l'horizon, et commencèrent à murmurer des paroles inconnues, faites de syllabes aquatiques, des onomatopées nouvelles qui semblaient appeler la mer à elle-même. Autour d'eux, l'océan semblait répondre d'un frémissement discret, des vaguelettes s'élevant et retombant en cadence, comme si les fonds marins pulsaient à l'unisson de leur voix. Une jeune femme, Kaoru, qui venait d'Hokkaido, tomba dans un état de veille étrange dès son premier bain. Elle raconta ensuite aux autres « J'ai vu une salle toute de verre, des piliers spiralés, et nous étions des centaines, assis autour d'un bassin lumineux. Il y avait une cérémonie, ils déposaient dans l'eau des lambeaux de lumière qui se dispersaient en passant au travers de leurs doigts. J'ai cru reconnaître mon propre visage sur leur surface. » Ces histoires, au fil de leur partage, tissaient une toile d'une très vieille histoire, venue de l'abîme. Le soir, près du feu, chacun partageait sans honte la conviction croissante que ces songes étaient les fragments, parfois heureux, souvent déchirants, d'une existence parallèle, vécue jadis ailleurs, ou dans un ailleurs pas tout à fait dissous. Peut-être avait-il été témoin, autrefois, de la chute ou du retrait de quelque chose de grand, une culture engloutie qui se refusait à l'oubli et persistait à transmettre son témoignage par-delà le silence épais du Pacifique. Leila, dans une des rares nuits paisibles, fit un rêve plus limpide que les autres. Elle était enfant, courant sur une plage de sable noir. Soudain, la mer s'ouvre devant elle, non pas dans une catastrophe soudaine, mais dans une invitation délicate. Elle descend dans une caverne d'eau chaude, où l'attend une femme aux yeux opalins. D'une voix douce, la femme murmure « Ce que tu cherches n'est pas perdu, seulement dispersé. » Autour d'elle, les souvenirs palpitaient, des cérémonies, des danses lentes où les couples tournoyaient entre les algues, des chants en spirale descendante, une science complexe, fonctionnant en harmonie parfaite avec les marées et les dorsales océaniques. Son cœur s'emplit d'une mélancolie vaste, douce amère, comme celle d'un enfant retrouvant, du fond de l'oubli, la caresse d'une main disparue. Durant la journée, Leila et Maxime accompagnèrent un groupe vers la pointe la plus retirée de l'île, là où les pentes abruptes plongent directement dans la mer. Ils s'assirent en silence, écoutant le ressac, le soleil mordant leurs paupières fermées. Peu à peu, un silence particulier s'abattit. Celui de l'écoute vraie, quand tout le reste baisse l'échine devant quelque chose d'immuable et de grave. Dans le bleu profond où le soleil, déjà, n'envoie plus que de pâles flèches incertaines, la mer de mu-sommeil, vaste et secrète. Tous ceux qui, jadis, arpentaient ses côtes ou la sillonnaient en pirogue silencieuse, ignoraient ce qui, délicatement, palpite au creux de ses abysses. Là, sous des courants lents et des tombées de lumière qui ne percent qu'à peine la pellicule saline, l'histoire a glissé dans le silence, nue et intacte, préservant son secret plus efficacement que ne saurait le faire la mémoire des hommes. Si l'on descend, lentement, le long d'un fil invisible, la pression se fait caresse puis serre la peau, puis en serre le cœur, et l'on comprend alors que le monde d'en haut ne régit plus rien ici. Des poissons aux reflets d'argent, ignorant de toute nostalgie, dérivent entre des forêts de coraux où des doigts de pierre cherchent à rappeler le passé. Plus loin, le sable s'assoupit comme une dune paisible, et c'est là qu'apparaissent, brisés mais immenses, les vestiges des temples engloutis.
Différents de tout ce que la surface a jamais conçu, ces temples ne furent pas bâtis de pierre ou de briques, mais taillés dans un cristal sidérant, ni tout à fait translucide ni tout à fait opaque, à la couleur changeante comme l'écume. On pourrait croire, à s'approcher, effleurer leurs flancs, que la lumière s'y enroule puis s'y endort, échouant à en dévoiler toutes les nuances. Leur toit en ogive, dont la courbe évoque le dos paisible d'une baleine, se couvre désormais d'algues flottantes et de coraux oxydés. Mais sous le limon, sous le voile organique que les siècles ont jeté dessus, subsiste le règne de cette matière impossible, vibre encore la trace d'une harmonie ancienne. Si l'on posait la main, là où un pilier se dresse, veillant solitaire, on sentirait peut-être une pulsation, une chaleur résiduelle, comme celle que laisse, sur la paume, la lumière après qu'elle fut intense. Jadis, on le dit, ces temples bâtis sous mue n'étaient pas de simples lieux de culte ou de grandeur, mais ils étaient des relais, des instruments, des chambres d'accord entre la terre vivante et ceux qui l'habitaient. Par une science ou une sagesse éteinte, ces peuples pouvaient faire entrer en résonance la chair minérale du monde avec la sensibilité de leur âme. Lorsqu'ils disposaient leur cercle en silence, que tous levaient ensemble les mains vers les voûtes cristallines, la vibration traversait chaque présence, passait de peau en peau, de souffle en souffle, puis descendait, comme un fleuve invisible, frapper le cœur du sol. Alors, la résonance se propageait, et tout, alentour, se mettait à vibrer. Une brise soulevait la mer jusqu'à la surface, les requins s'arrêtaient de chasser, les étoiles se penchaient vers l'écume, et dans chaque arbre, sur chaque montagne, dans chaque caverne, une paix subtile descendait, plus douce que le sommeil. À ce point du monde, l'histoire dormait encore. Nul souvenir de guerre, de perte ou de ruine. Ici, l'accord entre la chair et la planète se célébrait sans violence, en un échange continu et ténu. Les hommes de Mu n'avaient pas oublié la flamme première du monde, ce feu intérieur qui relie, et ils savaient qu'en vivant ainsi, au rythme d'une onde partagée, suivie et honorée, ils participaient au grand chant de la terre. Dans ces temples de cristal, d'immenses salles baignaient dans une lumière froide et diffuse, qui émanait du matériau même. Les murs, tantôt laiteux, tantôt presque transparents, laissaient deviner, loin dessus, les remous de la mer et les jeux d'ombre des bancs de poissons. Des escaliers secrets, couverts d'algues fines, descendaient vers des salles plus profondes, des rotondes où le silence semblait plus dense, plus ancien. Les initiés, drapés de longues étoffes de lin et d'algues séchées, s'y retrouvaient pour entretenir la vibration, le souffle qui, de temple en temple, parcourait la cité sous-marine. Là, chacun savait quel était son rôle, sa place exacte dans le cercle. Celui-ci, assis parfaitement droit, fermait doucement les yeux pour laisser remonter la pulsation en lui. Celui-là, plus âgé, posait les paumes sur le cristal, sentant d'avance la moindre inflexion de la résonance et guidant, d'un geste, l'entrée des plus jeunes dans la cadence. Les enfants, tout nouveaux, que l'on disait nés ici pour la première fois, ouvraient stupéfaits leurs regards curieux, activant sans le savoir des fibres que seuls les anciens connaissaient chez eux-mêmes. Même les poissons, même les minuscules crabes lumineux s'avançaient contre les parois, captant, à leur façon, une part d'onde ou de chaleur. À mesure que la cérémonie progressait, la vibration montait, enveloppait tout, une délicate harmonie, ni bruit ni musique, plutôt un frisson général, une communication aux marges de la conscience, impossible à transcrire pour quiconque n'avait pas grandi ici. La mer, alors, retenait ses courants, le sable cessait de se mouvoir, et le temps lui-même, semblait-il, intrigué, suspendait son vol dans l'eau épaisse, comme s'il attendait la suite. Il arrivait, à la lisière de ces moments-là, que des visions naissent. Des souvenirs issus de la mémoire collective, des présages, des images qui défilaient derrière les paupières closes. La naissance d'un volcan au loin, la migration d'une baleine géante, la chute énigmatique d'une étoile sur la mer, ou simplement l'étreinte silencieuse de deux êtres qui se retrouvent et se comprennent. Les plus sensibles sentaient, à chaque résonance, une émotion universelle passer en eux. Une peur ancienne parfois, plus souvent une tendresse, une gratitude sans forme envers la terre, la mer, le ciel et toutes les vies,
visible et invisible. Or, un matin dont plus aucun chant d'homme ne se souvient, la vibration s'éteignit. Ce fut d'abord insensible, comme si une main retirait peu à peu la chaleur d'une pièce, comme si l'on sifflait la dernière étoile. Certains, plus sages, comprirent d'instinct que le cycle achevait sa course. Pour d'autres, cela fut brutal, une absence criarde, l'impression d'un membre perdu. Un silence épais dévora le fond du temple, puis monta, inexorable, jusqu'à la surface. Sur les flancs cristallins, la lumière devint terne. Dans l'eau, les poissons s'écartèrent, les algues se couchèrent sur le sol, les coraux se mirent à pâlir. Peut-être la terre s'était-elle lassée de sa symphonie. Peut-être les hommes de Mu avaient-ils oublié un geste essentiel, négligé quelque offrande infime. Nul ne sait vraiment comment, ni pourquoi, la vibration cessa, mais tous ressentirent la perte. Les anciens, dans un dernier cercle, tentèrent de raviver la flamme, guidant main jointe les plus jeunes vers les piliers, pressant leur front contre le cristal glacé. Mais l'écho ne répondit plus. La matière, sous leur peau, avait pris une inertie morte, inaccueillante. L'impression se fit, dans toute la cité, d'un rêve dont on ne retrouve plus le chemin du retour. Lentement, les allées furent désertées. Les marches menant aux salles profondes se recouvrirent d'un voile de sable et d'algues, qu'aucune fête ne dissiperait. Les fresques aux 1000 couleurs, peintes par la vie sur les parois, pâlirent aussi, et chaque souvenir, chaque trace d'existence, se recroquevilla dans la mémoire de la mer. On raconte que quelques-uns restèrent, refusant d'abandonner le sanctuaire, mais même eux, petit à petit, trouvèrent refuge ailleurs, s'établir là où le sol voulait bien vibrer, fût-ce d'un souffle presque imperceptible. La mer reprit doucement possession de la cité cristalline. Au fil des ans, puis des siècles, puis des millénaires, la chair de corail s'installa sur toutes les arêtes, creusant des abris pour les crevettes, offrant refuge aux mollusques. Les toits autrefois polis se hérissèrent de plumes d'algues et de bouquets d'anémones colorées. Des poissons curieux, des pieuvres trottinantes, des myriades de microvies choisirent ces lieux délaissés comme ports d'attache, ignorant tout du sens premier pour lequel ils furent bâtis. Plus rien ne vibrait pourtant, sinon, ici et là, la houle sur le sable, le lent passage des saisons marines et des marées. Mais, dit-on, la mémoire de la résonance tient encore, diffuse, accrochée dans les interstices du cristal, comme la chaleur d'une flamme passée. Ceux qui savent plonger plus profondément que les autres, et prennent le temps de nager lentement le long des colonnes, affirment parfois sentir, là, sur leur paume humidifiée, un furtif frémissement, un écho faible, comme s'il restait une infime part de la grande harmonie d'autrefois. Dans la nuit des fonds marins, où ne perce ni voix ni soleil, cela n'est sans doute qu'une illusion, l'œuvre du désir intact de retrouver ce qui fut perdu. Pour la terre sèche, pour l'humanité des jours d'aujourd'hui, il ne demeure de Mu que quelques pierres remontées du large, et ces légendes d'une civilisation paisible tournée vers la symphonie du monde. Pourtant, certains soirs, lorsque le vent pousse des vagues étrangement régulières jusqu'aux plages, les plus anciens des pêcheurs croient saisir, dans la rumeur de l'écume, le même rythme que portaient les temples disparus. Il leur arrive, en pêchant sous la lune, de suspendre soudain leurs gestes, d'écouter un intervalle invisible, d'éprouver, furtivement, la caresse d'une vibration ancienne sous la peau. Ils murmurent alors, bas, comme pour ne pas effrayer les ombres, une prière sans mots, une reconnaissance muette envers ce qui, il y a très longtemps, berçait le monde de son chant. La légende raconte qu'un jour, au cœur d'une aurore inconnue, quelqu'un saura à nouveau descendre jusque-là. Sur la porte d'un vieux temple de cristal, recouverte de millions de coquillages, il découvrira, inscrite en motifs délicats, la formule oubliée qui rallumera la résonance. La nuit était tombée sur la vallée, repliant doucement les contours du monde dans la soie bleue du crépuscule. Sur la plaine, l'herbe ondoyait sous la caresse d'un vent si léger qu'on aurait pu le confondre avec un frémissement du temps lui-même. Dans la cabane de bois endormie, Éléane ferma les yeux et sentit le minutieux rythme de son cœur épouser la cadence de l'obscurité. Dans le silence attentif, elle s'abandonna,
laissant venir à elle ce flottement particulier qui précède le sommeil, ce frisson d'elle au-dedans, à la lisière du corps et du néant. Juste avant de sombrer, elle se rappela que la nuit lui réservait un passage. Ce moment indistinct, suspendu entre les mondes, où elle franchirait de nouveau l'une de ces portes invisibles dont nul ne se souvenait au réveil. Ceux qui n'avaient jamais vu les portes, ou ne s'en souvenaient plus, les croyaient simplement rêver. Mais, chaque nuit, certains êtres en repoussaient le battant translucide pour traverser le seuil secret du sommeil. Ils laissaient alors derrière eux la lourdeur mécanique des jours, glissant sans effort dans une autre qualité de lumière, d'espace et de temps. Depuis qu'elle était enfant, Éléane savait reconnaître ce glissement. La première fois, cela lui était arrivé par hasard. Une fièvre qui l'avait clouée des jours entiers dans le lit, entre veille et torpeur. Elle avait perçu une vibration dans l'air, une ouverture subtile qui lui avait permis de basculer dans un autre royaume. Sur le moment, elle n'avait pas trouvé de mots pour nommer ce lieu ni cet état, mais, au matin, l'image demeurait insistante. Une porte translucide flottant à l'orée de son front, vibrante comme la surface d'un rêve au tout début de sa naissance. La sensation était revenue bien plus tard, à l'adolescence, au détour d'insomnie fébrile ou de sommeil dense, lorsque le monde tangible semblait s'abandonner à une texture veloutée, prête à fondre sous le souffle de l'oubli. À force d'expérience, Éléane apprit à reconnaître le seuil et à l'aborder sans crainte. À l'instant de l'oubli, lorsque la pensée se diluait en lumière blanche, elle glissait en conscience vers la porte, attentive, les sens aiguisés comme pour capter chaque graduation de la transition. Ce n'était ni éveil ni rêve, mais une traversée attentive, un passage dont on n'emporte rien, sinon le souvenir tactile d'avoir été effleuré par quelque chose de vaste et d'aimant. Cette nuit-là, elle sentit le frémissement bien connu, la membrane ténue qui séparait l'ici de l'ailleurs vibrer sous sa pensée. Dans le noir, elle laissa sa conscience s'incliner doucement vers le seuil. D'abord, juste une lueur dense, puis la perception d'un battement lent, profond, comme le cœur d'un grand arbre. Sur ce rythme, elle sentit les contours de son corps se dissoudre, se faire peu à peu diaphanes. Bientôt, elle n'était plus qu'un souffle, une bouche d'air traversant les draps et l'obscurité. Puis la porte s'ouvrit. La sensation n'était pas celle d'un déplacement, mais plutôt d'un changement de fréquence, un glissement silencieux. La lumière bascula autour d'elle, familière et irréelle tout à la fois. Là, dans l'espace au-delà, le sommeil prenait une forme singulière. Ce n'était ni l'endormissement ni l'absence, mais une présence nimbée d'une clarté laiteuse, où tout semblait flotter dans l'attente d'une caresse. Ici, les rêves n'étaient pas seulement des images ou des fictions, mais des traînées palpables de souvenirs et de désirs, un tissu vivant dont Éléane pouvait parcourir les fibres comme on effleure le somptueux tissage d'un voile ancien. Derrière elle, la porte pulsa doucement, se refermant lentement jusqu'à ce que sa silhouette cesse d'émettre et se fonde dans la lumière ambiante. Ici, Éléane n'était plus seulement elle-même. Elle était, confuse et limpide tout à la fois, reliée à une infinité d'autres présences. Autour d'elle, d'innombrables voyageurs flottaient dans le même espace enluminé, leurs contours changeants, oscillant entre l'éclat translucide et la densité charnelle. Certains avaient des visages familiers. Sa grand-mère, disparue depuis longtemps, un ami d'enfance, une petite sœur perdue avant sa naissance. D'autres étaient plus insaisissables, tissés d'une lumière douce, mais portant dans le creux des yeux la mémoire d'une proximité plus ancienne encore. Les voyageurs se saluaient d'un murmure, échangeant des pensées plus qu'ils ne parlaient, enfin capables d'exprimer par la lumière ce qu'aucun mot ne portait dans le monde éveillé. C'était un langage à la fois simple et vertigineux. Une onde enveloppante faite d'émotions pures, de souvenirs et de curiosités mêlées, qui se répandaient dans l'espace comme des filaments irisés. Dans cet univers, Éléane pouvait sentir les intentions et les peurs, les tendresses et les questions, sans qu'aucun mensonge n'en altère la trame. Il suffisait d'accepter la lumière, de se laisser traverser, pour comprendre, recevoir, répondre. Les retrouvailles étaient toujours intenses, chaque nuit rééditée, indifférente à la distance du jour ou à l'usure du temps.
Elle tendit la main et le frère de sa mère, qu'elle n'avait connu que jeune enfant, effleura ses doigts. Leurs pensées s'entrecroisèrent. Un souvenir de forêts humides, des rires sous la pluie, le parfum de la terre après l'orage. Il lui transmit, sans effort, la fraîcheur d'un souvenir oublié, un éclat de lumière bleue, la sensation d'être porté au creux d'une forêt ancienne où les arbres murmurent des secrets dans une langue plus vaste que le vent. Ce n'était ni vraiment une vision, ni un sentiment, mais un souvenir tissu dont Éléane se reconnut à la fois la tisseuse et la détentrice. Autour d'elle, dans cet espace sans limite et sans temps, d'autres voyageurs avançaient. Certains, hésitants et troubles, semblaient chercher des repères, tâtonnant dans les lueurs diffuses comme des enfants découvrant pour la première fois la générosité d'un rêve lucide. D'autres, plus assurés, circulaient entre les silences, ces lieux vastes et veloutés où la mémoire affleure, où les couches les plus profondes du sommeil ouvrent la voie aux souvenirs premiers. La lumière, dans ce royaume, avait sa propre syntaxe. Elle modelait les contours des pensées, sculptait les émotions, tressait tout ce qui avait été tu dans le monde des vivants. Ce soir-là, Éléane sentait vibrer en elle un appel ancien, plus fort que d'habitude. C'était une pulsation basse, un chant tout en dessous de la lumière, qui résonnait dans son plexus, appelant quelque chose d'enfoui. Suivant cette vibration, elle fit glisser sa conscience plus loin dans l'espace-lumière, franchissant des seuils sans s'en apercevoir, comme on glisse d'une pièce à l'autre d'une maison familière dont on avait oublié l'existence. Le paysage évoluait autour d'elle. Les couleurs devenaient plus profondes, le silence plus épais, à la fois baume et appel. Dans cet espace, les portes se multipliaient, des passages minuscules ou vastes, certains si diaphanes qu'on osait à peine les voir, d'autres dessinant dans la lumière d'étranges entrelacs, comme des arches de cathédrale ou des nervures de feuilles. Elle sentait que chaque passage renfermait une mémoire particulière, un souvenir collectif venu de plus loin encore, d'un fond antique du vivant, d'une pellicule d'humanité oubliée. En suivant le fil de la vibration, Éléane arriva à l'entrée d'une porte plus vaste, emplie d'une lumière opaline. Elle s'y attarda, le cœur battant d'une excitation sourde. À travers l'ouverture, elle perçut comme un chœur d'anciennes voix, à la fois chant et silence, mémoire et invitation. Elle savait, sans l'avoir jamais appris, que c'était ici que dormaient les songes lémuriens. Ce nom, Lémurie, vibra dans sa conscience comme une onde venue d'un fond de l'enfance universelle. On avait souvent dit dans les légendes que là-bas, bien avant les clans, avant même la mémoire du langage, avait existé un peuple fondateur, tressant la lumière par ses pensées, conservant dans le sommeil une sagesse ineffacée. La porte respirait doucement. Éléane en effleura le tiroir d'un doigt invisible et, sans résistance, elle s'y engouffra dans un glissement vertigineux, comme une goutte d'eau dissoute dans un océan de mémoire. Tout autour, le paysage s'anima, passé et présent fondus dans une même clarté. Le sol sous ses pieds lui parut doux comme la laine, mais tantôt solide, tantôt fluide, selon qu'elle y pensait ou pas. Devant elle, d'immenses arbres blancs, nacrés de 1000 reflets, s'élevaient à perte de vue, tissant avec leurs branches une voûte translucide. Sous leurs racines palpitantes, coulaient d'épais ruisseaux de lumière, portant dans leur flux des souvenirs liquides, rires, danses, visages disparus, tout un peuple de songes anciens. À peine arrivée, elle sentit une chaleur proche. Une silhouette s'approcha dans la lumière. Sa peau semblait nimbée d'argent, et ses yeux portaient le reflet d'un monde oublié. Éléane reconnut, instinctivement, un membre des anciens, venu des premiers temps. Sans parler, la silhouette lui tendit la main, une pensée tissée d'émeraudes affleurant entre eux. « Tu reviens, enfin. Nos portes sont restées ouvertes pour toi. » Éléane fut traversée d'un frisson. Le souvenir explosa en elle, non par fragments, mais par une vision circulaire. Le souvenir d'avoir déjà été là, d'avoir marché sous ces arbres immenses, d'avoir elle-même veillé à la lumière coulant entre les racines. Étaient-ce ses propres souvenirs, ou ceux du peuple tout entier? Elle n'aurait su le dire. Ce flux, sans propriété ni personne, l'avait traversée, mêlant les voix des ancêtres,
les rires de ses propres enfances, le chant d'une mémoire où chaque être humain était à la fois unique et multiple. Le guide lui montra un cercle de pierres blanches, où des présences étaient assises, tressant lentement de longues bandelettes de lumière. Le soleil s'effaçait doucement derrière la courbe paisible de l'horizon, imprégnant la mer et le ciel de nuances ocre et violettes. Lorsque tu arpentais la plage de sable noir, la lumière dorée effleurant chacun de tes pas nus. Il régnait autour de toi cet air infini, posé, presque suspendu, caractéristique des îles polynésiennes au crépuscule. Les vagues, dans leur lente respiration, semblaient raconter d'anciennes histoires. Le vent portait par moments, comme en fragments, le souvenir d'une voix, d'un chant égaré depuis la nuit des premiers hommes. Tu marchais lentement, le regard perdu, cueillant çà et là quelques débris de corail, des fragments de coquillages polis par le ressac, en écoutant le monde autour de toi. Les oiseaux marins regagnaient leur nid dans la verdure touffue, des crabes traçaient en silence leur labyrinthe dans le sable, et, plus loin, on distinguait les silhouettes de quelques maisons en bois sur pilotis. Tout ici parlait d'une mémoire patiente. Mais ce soir, quelque chose vibrait avec plus d'insistance sous la peau de la terre et se glissait dans l'air que tu respirais. Tu marchais vers cette sensation, curieux, le cœur prêt à recevoir l'histoire du lieu. À l'endroit où la plage cède la place à une falaise, un sentier s'ouvrait, serpentant sous des banians séculaires dont les racines couraient, épaisses, telles des veines émergeant du sol. Tu te laissas guider par l'appel silencieux qui semblait émaner de cette forêt côtière. L'obscurité plus profonde du sous-bois t'engloutit, mais tu ne t'arrêtas pas. Il y avait, quelque part tout près, une réunion, une célébration à laquelle tu avais été convié plus par l'intuition que par la voix d'un humain. Les bruits familiers s'estompaient à chaque pas, remplacés par un chuintement, un soupir ancien, comme si la terre elle-même murmurait sous le couvert. Puis tu vis la lumière, là, entre deux grands piliers de pierre couverts de mousse, à l'endroit où la forêt s'ouvrait brusquement sur une clairière cachée. Quelques femmes et hommes étaient assis en cercle. Certains, yeux mi-clos, semblaient prier, d'autres laissaient leurs mains effleurer la terre, et tous murmuraient ou fredonnaient quelque chose de doux, d'indistinct, comme un élan qui montait silencieusement, effleurant l'air. Une vieille femme aux cheveux d'argent, niche sur la nuque, leva vers toi un visage lumineux de gentillesse. Elle t'incita d'un geste du menton à prendre place à ses côtés. Tu t'assis dans l'herbe souple, à la bordure du cercle, le regard curieux, le souffle suspendu. Le murmure persista un instant, puis la vieille femme, d'une voix douce mais ferme, se mit à parler, et la parole s'installa, pleine d'un calme solennel. « Ici, nous sommes rassemblés pour honorer l'ancienne lignée, dit-elle. Nous sommes scellés par le chant de nos ancêtres, gardiens du souffle, Kanaka H, ceux qui soignent la terre par le son. Bienvenue, voyageur. » Ses yeux portaient l'océan et le temps. Tu compris que tu n'étais pas le premier à être invité ainsi, que d'autres, depuis des générations, se laissaient ainsi appeler, conduits mystérieusement au seuil du cercle. La vieille femme, qu'on nommait Tétua, tendit la paume, cueillant la brise nocturne. On dit que lorsque le monde fut jeune, la vie entière vibrait d'un chant que les hommes savaient écouter. Mais aujourd'hui, peu se souviennent de ce vieux langage. Pourtant, chaque vivant, chaque arbre garde mémoire du souffle primordial. Elle souffla doucement sur ses doigts ouverts, et tu crus voir la brume danser devant elle. Un homme à sa gauche, large d'épaules, la peau tannée par le soleil, entama alors un chant, une note lente, grave, profonde, qui frémissait dans l'air et semblait vibrer à l'intérieur de ta cage thoracique. La note monta, flotta, fut rejointe par une deuxième, plus aiguë, pleine de lumière. À peine perceptible, chaque voix se tissait sur l'autre, créant une texture, un berceau invisible dans lequel tu sentais ton corps se détendre, ton esprit s'ouvrir. D'autres voix prirent le relais, puis le chœur se fit plus dense. Par vagues successives, les notes simples se transformaient en harmoniques, des sons juxtaposés qui prenaient appui les uns sur les autres, construisant une spirale ascendante. Le temps sembla s'estomper,
comme si ce chant déplaçait les frontières du réel. Ton souffle, d'abord irrégulier, s'accorda inconsciemment à la montée collective des voix. Tu te surpris à ressentir un bien-être profond, une chaleur vibrante qui irradiait du sol vers ta colonne, puis vers ta poitrine. Autour de toi, l'herbe, les feuilles, l'air lui-même semblait se tendre vers la vibration. Tétua posa alors sa main sur ta nuque, légère comme la caresse d'une plume, et, tout doucement, te souffla. Chanter, c'est se souvenir. Chaque note libère des cellules du monde longtemps endormi. Nous donnons ainsi à la terre la caresse de notre souffle, et elle nous répond en guérison. Autour de vous, le chant était devenu un vaste filet d'énergie, une onde palpable. Tu sentais sur ta peau une fraîcheur étrange, vivifiante, comme si la mer, la brise et la forêt s'étaient réunies là, tressées dans la musique. Par intermittence, tu discernais des mots anciens, des syllabes inintelligibles mais pleines de sens. C'étaient ces prières secrètes, transmises de bouche à oreille, conservées à l'abri du tumulte des siècles. Ta présence dans ce cercle n'était pas un hasard. Tu le comprenais à chaque souffle partagé, à chaque vibration que ton corps absorbait. Une bienveillance immense t'enveloppait, pareille à une étreinte, dissolvant toute inquiétude. Le monde extérieur semblait loin, presque irréel, et dans cet entre-deux, tu plongeas, porté par la répétition des voix. Tétua, sans rompre la magie, entreprit de te raconter l'origine de ce qu'il nommait le souffle. Jadis, les premiers gardiens recevaient le chant au sommet des montagnes et sur les plages, dans la solitude des forêts sacrées. Ils apprirent qu'à chaque douleur de la terre, chaque blessure causée par l'oubli ou la violence, un point d'énergie se figeait, s'éteignait, affectant tant la terre que les hommes. Mais le chant, surtout lorsqu'il résonne depuis le ventre, peut dissoudre ces nœuds de peine, réanimer le flux du vivant. Nous continuons à transmettre ces mélodies en secret, car elles relient toutes choses, la pierre, l'oiseau, l'enfant, la mer, dans une même respiration. Elle leva les bras, ouvrant ses mains vers le ciel étoilé. Sa voix se mêla alors au cœur, entamant une mélopée élastique comme le ressac. Tu perçus le frémissement du sol, l'infime vibration dans tes os, puis, sans te l'expliquer, te retrouvais toi aussi emporté, la bouche entr'ouverte, la voix, d'abord hésitante, s'élevant timidement pour rejoindre la fréquence collective. Le son qui sortit de toi fut plus qu'un bruit. C'était comme ouvrir en toi une porte secrète, dévoiler une rivière souterraine. Ta voix se mêla, fusionna, disparut dans le vaste océan du chant du cercle. Nul ne te jugeait, le regard des autres restait calme, bienveillant, chacun t'accueillait sans attente. Le temps s'étira, oscillant entre l'unisson et le silence, et à chaque expiration, le cercle se resserrait, l'air devenait plus dense, plein d'une énergie palpable. Tu sentais à la racine de ta langue, à la base de ta gorge, une chaleur, un frémissement inédit. L'espace tout entier vibrait d'un écho qui semblait se propager très loin autour de la clairière, caressant jusqu'aux racines des arbres et aux profondeurs de la mer. Tétua entama alors une explication plus intime sur la nature du souffle polynésien. Elle posa sur le sol devant toi une petite calebasse, la fit tourner lentement, comme pour montrer qu'elle contenait rien de moins que le souffle du monde. Les anciens savaient que la voix vient du ventre, du cœur. Lorsque tu chantes ainsi, tu raccommodes la trame invisible déchirée par l'oubli ou la douleur. Les baleines le font dans l'océan, les oiseaux au petit matin. Tous les vivants communiquent avec la terre par les harmoniques. C'est ainsi que la lignée des gardiens a traversé les âges. Nous sommes ceux qui n'ont pas laissé se perdre le langage du souffle. Le cercle se mit à osciller doucement, chaque membre balançant son buste au rythme invisible du chant. Tu observais leurs mains, leurs visages. Certains avaient la larme à l'œil, d'autres souriaient d'un bonheur simple. La forêt elle-même semblait frémir, prise dans la vibration commune. Petit à petit, l'intensité du cœur diminua, la mélodie se fit plus espacée, plus douce, comme au seuil du sommeil, lorsqu'on oscille entre rêve et veille. Tu coulissais là aussi,
bercé par une somnolence bienfaisante, confuse mais pleine de réconfort. Tétua s'approcha de toi, posa ses 2 mains sur ton front, puis sur ta poitrine. Reçois, maintenant, ce qui doit venir, et laisse ta voix continuer le chemin. Tu fermais les yeux. Dans la pénombre de tes paupières, tu distinguais d'autres visages, d'autres époques. Un jeune garçon sur le rivage, une femme âgée chantant pour la pluie, un vieux pêcheur écoutant le vent. Tous avaient la bouche ouverte sur une note simple, tous semblaient apaisés. Le chant traversait le temps, se glissait d'un corps à un autre, soignant à chaque passage une blessure, une peur, une solitude. Peu à peu, le silence emplit la clairière, dense, vibrant, paisible. Tu sentais en toi la trace invisible du chant, logée dans le creux de ton ventre, ancrée dans le rythme de ton propre cœur. Une paix abyssale t'envahit. Tu étais devenu toi aussi, l'espace d'une respiration, gardien du souffle. Quand tu ouvris les yeux, le ciel profond scintillait d'étoiles, la lune dessinait la courbe du monde. Quand le jour plia lentement sous le voile mauve du crépuscule, une équipe disparate s'était réunie sur la lande balayée par les vents, là où la carte antique indiquait entrelacs invisibles sous la molle herbe tense et silencieuse. Cette carte, brodée de symboles indéchiffrables, avait été découverte plusieurs mois plus tôt, glissée au creux d'un livre oublié, dans une bibliothèque dont les murs sentaient le cuir et la poussière. Dès l'instant où les chercheurs l'avaient vue, ils avaient su, elle n'était pas ordinaire. Aucun de ceux qui s'étaient penchés sur ces tracés n'avait remis en cause sa véracité. D'une certaine manière, ils ressentaient l'appel des lignes avant même d'avoir appris leur nom. Sylvain, le plus âgé d'entre eux, marchait en tête, sa lampe suspendue en balancier, dessinant des ronds pâles sur le sol. Il avait consacré sa vie à la géobiologie, cette science des secrets vibratoires enfouis, et jamais encore il n'avait senti la tension du passé de la Terre aussi viscéralement, un fil ténu vibrant directement dans son sternum. Derrière lui, Flora, la plus jeune, posait ses paumes sur les hautes herbes avec une révérence qu'elle réservait d'habitude aux arbres anciens. André, médium cartographe, traçait dans l'air des gestes imperceptibles, ressentant par-delà la nuit la torsion subtile des courants d'énergie qu'ils cherchaient. Leur objectif n'était pas évident. Ils suivaient, tels des aveugles guidés par une force obscure, ces fameuses lignes de chant, ces veines d'énergie que, dans des langues disparues, on appelait parfois songlines ou ley lines. L'idée était ancienne. La Terre, disait-on, n'était pas inerte, mais palpitait de flux secrets, artères rugissantes pour ceux qui savaient écouter. Ces lignes, entrelacées telles les fils d'un vaste métier céleste, reliaient des points de pouvoir, jadis glorieux. Les chercheurs avaient établi, non sans émotion, que certains de ces points correspondaient à ce que l'on nommait Lémurie et Atlantide, mythes amers de continents engloutis, éternellement bercés d'espérance et d'amertume. D'après la carte, 2 lignes majeures de chant se croisaient en ce lieu battu par le vent, un nœud oublié, où le tissu du monde était fragile, prêt à laisser s'insinuer souvenirs et visions. Les chercheurs s'arrêtèrent lorsque la boussole bricolée d'André cessa de pointer vers le nord, l'aiguille vibrant un battement difficile à suivre du regard. La lumière de la lampe de Sylvain s'étendit un instant sur une pierre dressée, noire et bombée, masquée par la mousse. Approchant, ils découvrirent à la surface de la roche des incisions que, sous la lampe, la nuit révéla comme des filigranes de lumière. Entrelacs de spirales, silhouettes à demi effacées, glyphes inconnus. Flora sentit tout son corps frissonner. Cette pierre n'était pas ordinaire, elle était un témoin. D'instinct, elle posa sa paume sur la surface froide, ferme, attentive, et dans la paume, une chaleur légère se diffusa, tremblante. André, à quelques pas, ferma les yeux. Une vieille habitude qu'il n'osait nommer méditation. Il respirait, et peu à peu, le monde ordinaire s'atténuait. Seul subsistait le souffle du vent, le frôlement des herbes, la vibration sous ses pieds. Il essaya, sans attendre, de toucher la ligne de chant, non pas comme un chercheur, mais comme un être offert. Il savait tout ce que d'autres, il y a des millénaires, parcouraient la terre de la même façon. Les chasseurs lémuriens,
pieds nus sur la lave refroidie, les prêtres atlantes dressaient les bras ouverts sous des pyramides de cristal, tous avaient ressenti à leur façon la chanson légère de ses veines. Les chercheurs n'étaient que de nouveaux passants, héritiers d'une mémoire enfouie, porteurs d'une soif identique. Tout autour du groupe, la nuit semblait soudain ralentie, épaisse, comme si l'on naviguait sous la surface d'un lac. Flora eut l'étrange sensation de flotter. Dans son oreille, une note basse s'éleva, presque imperceptible. Elle faillit douter, mais ce n'était ni un acouphène, ni le vent. C'était une vibration qui n'avait pas de forme, mais qui pourtant semblait caresser la pierre, traverser son bras et danser dans sa poitrine. La note devint onde, puis chœur, puis silence vibrant, plein de 1000 voix superposées. Dans la pénombre, Sylvain observait sa respiration et perçut à son tour que l'air lui-même semblait chargé d'un écho dont la source n'était ni passé ni à venir, mais cette intersection même, là où les lignes chantent plus fort. Il avait lu, enfant, que les aborigènes d'Australie se guidaient par les songlines, qu'ils étaient capables de naviguer durant des jours sans rien voir d'autre que la courbe invisible d'une force. Ce soir, il comprenait, la terre chantait. Pas comme un homme ou un animal, mais comme une entité immense et mystérieuse. La pierre en était le diapason. Flora ferma les yeux, et la sensation d'un profond sommeil l'envahit, doux, paisible. En son fort intérieur, des images d'abord floues se dessinèrent. Un rivage inondé de lumière verte, une colonne dressée sur un socle submergé, des silhouettes drapées de tissu bleu. Elle voyait sans voir, percevait sans comprendre. Que était-ce sinon la mémoire, pas la sienne, ni celle d'un homme, mais celle de la pierre et du lieu? Un parfum salin, insistant, lui vint au nez, presque suffocant. Elle sentait les embruns, le rugissement des vagues, entendait le glas d'un peuple dont elle ignorait tout, mais dont la mélopée de chagrin l'enveloppait. Elle savait alors, la pierre se souvenait. Ce carrefour où se croisaient les lignes de chant était poreux, traversé de mémoires étrangères. Les chercheurs n'étaient que les vaisseaux, les porteurs. André, silencieux, vibrait intérieurement. Un souffle froid, comme un baiser d'outre-monde, coulait le long de sa colonne. Il perçut, dans un repli de l'obscurité, une forme humaine, ou peut-être deux, dansant lentement sous une pluie de lumière. Pas d'yeux, pas de bouche, mais la présence indubitable d'une intention. Il aurait voulu parler, nommer ce qu'il voyait. Mais le langage se refusait à lui, fondu dans un bain d'émotions qui n'était ni peur, ni joie, ni tristesse. Quelque chose en lui savait que ces êtres n'étaient que la forme momentanée d'une mémoire, fossilisation du souvenir à la croisée des flux. Sylvain, lui, recueillait des gouttelettes de froid le long de son échine. Il luttait pour ne pas s'abandonner, par crainte de ne pas revenir. Il pensa à tous ceux dont il avait lu le récit, fous illuminés persuadés de pouvoir parler à la terre, d'écouter la vibration de chaque graminée. Pourtant ce soir, son scepticisme glissait, usé par l'évidence massive d'une présence. C'est alors qu'un immense bourdonnement, d'ouverture vertigineuse, résonna à travers le sol. Vibrant dans la pierre, dans leur crâne, comme une immense harpe dont il ne serait que les cordes. La terre semblait se voûter, s'ouvrir, révéler un gouffre de souvenirs, d'images, d'émotions. Les chercheurs, immobiles, sentaient la ligne de chant s'animer, les traverser avec lenteur, patience, autorité. Le lieu, ce point de croisement, devenait le seuil d'un monde minéral peuplé d'échos. Les ombres d'anciens initiés, lointains, s'agitaient dans la mémoire de la terre. Flora, d'un souffle, murmura « Je les vois ». Mais sous ses paupières, ce n'était pas exactement voir, c'était percevoir, sentir, connaître, comme si toutes les frontières entre passé et présent s'effaçaient. Elle distinguait d'anciens rituels, un cercle silencieux d'hommes et de femmes, psalmodiant, tandis qu'à leurs pieds serpentaient de fins ruisseaux de lumière. Des gestes s'échangeaient, codes séculaires, gestes de transmission. Puis la vision glissa, se mua. Elle vit l'écorce terrestre,
gonflé de ces veines lumineuses où chaque partage de mémoire était une offrande à la stabilité du monde. André s'agenouilla, doigts tremblants, et sentit sous la paume la pulsation, irrégulière mais puissante, d'un sang de pierre. Cette pierre, cet endroit même, gardait trace d'un effondrement, d'un basculement. Il le ressentit comme une nausée étouffée, une mer jadis calme, subitement engloutie. Il vit des silhouettes, petites, formant des chaînes, des mains jointes, des regards courageux. Un silence, puis la douleur d'une dissolution, d'une déchirure originelle. Peut-être la disparition de Lémurie. Peut-être l'absence d'Atlantide. Toujours ce même gouffre, ce même adieu à la lumière familière. Le bourdonnement, autour d'eux, enfla. Les corps des chercheurs se dissolvaient dans l'intensité de la rencontre, se fondaient, par-delà l'espace et le temps, dans la mémoire de la Terre. Un souvenir d'abord timide s'insinua en Sylvain. Un homme immense, vêtu d'un habit composé de plumes et de coquillages, s'approcha d'un enfant assis devant la pierre et, d'une main protectrice, toucha son front. Une chaleur, une charge. L'enfant sourit. Sylvain sentit une tristesse infinie. Ce geste, répliqué depuis des millénaires, était l'adieu d'un père et la promesse d'un héritage jamais perdu. Dans les oreilles des chercheurs, le chant de la terre se fit plus complexe. Il y eut des basses profondes, de longues harmoniques au perché, des accords résonnant jusque dans les molaires. C'était d'une certaine façon une musique non humaine, un palimpseste de toutes les voix retenues depuis l'aube du monde. Ils entendirent, ou crurent entendre, le nom de lieux sans carte, de rivières disparues, d'oiseaux sans plumage, et l'écho d'anciennes lamentations. De ces nœuds, comme celui où ils se trouvaient, partaient des fils lumineux, reliant l'obscurité aux plus lointaines lumières, traçant un réseau qu'aucun œil contemporain ne saurait saisir en entier. Dans le velours du crépuscule, la salle de méditation baignait dans une lumière ambre, presque irréelle, qui effleurait délicatement la peau et déposait sur les cils une poussière d'or. Nul ne chuchotait plus. La voix du silence, imposante et profonde, s'installait au centre du cercle. Les respirations allaient, lentes et anonymes, comme la marée discrète d'un soir d'été. Cela faisait des heures, peut-être des éternités, que les méditants avaient glissé, chacun, sous la couverture tiède de leur intériorité. Au dehors, le monde s'était évanoui, puis dissous dans la lumière descendante, et ce furent d'autres sens qui s'éveillèrent, d'autres perceptions qui s'insinuèrent à la lisière du connu. Kalia n'avait plus de sensation de bras ou de jambes. Il ne restait de son corps qu'un fil ténu, par lequel elle flottait au-dessus de la barrière du mental. Parfois, des images émergeaient de ce vide tranquille. Une main tachée d'argile, une étendue de brume, la spirale d'une fougère, la surface nervurée d'une pierre ancienne. Mais ce n'était pas là la transe qui les fascinait, pas celle qu'ils recherchaient dans la pénombre sacrée. C'était autre chose, quelque part plus profond, où seuls quelques rares élus osaient s'aventurer. Cette vibration étrange, inexpliquée, qui naissait dans la prescience d'une présence plus vaste. Peu à peu, un murmure insonore vint effleurer l'oreille interne de Kalia, plus pressant que la montée du sang, plus subtil qu'une brise. D'abord, il n'était qu'un frémissement, une note fragile à peine distincte du silence. Mais les minutes passaient, ou peut-être des années, dans cet espace dissous de la conscience, et le bourdonnement s'intensifiait, s'épaississait, se modulait en volutes et spirales. Elle sentit, sans comprendre tout à fait, que ce qu'elle entendait ne venait pas du dedans de sa tête, ni même du tréfonds de son imagination. Non, c'était sous elle, bien en deçà du tapis de fibres végétales, sous la lourdeur de la pierre, en dessous de toutes ces couches de matière, que naissaient les sons, là où la terre se souvenait encore d'avoir une voix. Elle ouvrit les mains, dans la pénombre, et l'onde frappa ses paumes. Une mélodie, très lente, faite de longues nappes et de dérapages harmoniques, de glissements doux, d'accords qui défiaient la logique du temps. Aucun fragment de musique humaine jamais entendu. Ni le souffle du luth, ni l'archet grave d'une contrebasse, ni même les lointaines polyphonies des temples de jadis, n'avaient semblable densité,
semblable étrangeté. Une partie d'elle-même voulut s'affoler, mais cette peur fut absorbée, calmée, embrassée par la douceur du chant. Il n'y avait plus d'inquiétude, car il n'était demande, ni présence malveillante, seulement le constat limpide du réveil, irrépressible, de quelque chose de très ancien sous la roche. Autour du cercle, d'autres figures frémissaient aussi. Les anciennes maîtresses, dont la chevelure pâlie formait déjà halo, souriaient en silence, yeux ouverts sur l'indicible, mains posées sur le cœur, prêtes à s'incliner devant ce que la terre voulait bien leur offrir à nouveau frais. Kali aperçut, flottant juste derrière la première ligne de conscience, la pulsation commune d'êtres effleurés par la même mélodie. Leur corps demeurait immobile, mais la tension dans l'air évoquait la vibration d'une corde sur le point de rompre ou de faire éclore une harmonie plus vaste. Les harmoniques s'enroulaient, s'entremêlaient, sourdaient des profondeurs. Ce n'était pas simplement d'une beauté saisissante, mais d'une réalité indiscutable. D'un endroit inimaginable de son âme, Kalia voyait des rivières de son creuset des tunnels de lumière. Elle pénétrait avec eux dans d'innombrables brasiers souterrains, remontait vers la surface par des canaux impalpables. Les chansons suintaient des racines des arbres, bruissaient dans le lent fracas du granit, pulsaient dans le ventre du monde, très loin de toute parole humaine. Certains motifs lui étaient vaguement familiers, des échos qui, dans sa petite enfance, l'avaient traversée lors de nuits fiévreuses, alors qu'elle entendait le glissement des pierres froides sous son oreiller ou la plainte sourde du vent dans les figuiers. On aurait pu croire que c'était là une hallucination collective, née du désir désespéré de percevoir enfin un signe, une voix, là où la société moderne les avait tous effacés, rendus muets. Et pourtant, Kalia le savait de chaque fibre de son être, la musique n'était pas tissée d'illusions. Elle traversait tout, franchissait l'espace, le temps, la barrière des os. Elle put sentir, jusque dans sa moelle, cette fréquence vieille comme le monde qui, par-delà génération et oubli, était revenue se glisser dans la conscience des méditants rassemblés. Les plus sensibles s'agenouillaient, corps secoués de sanglots paisibles, non de tristesse, mais de reconnaissance, d'intuition retrouvée. Un homme, passablement gris, dont on ne savait s'il dormait ou méditait, éleva les mains à sa tempe, frôlant l'air en gestes solennels. De ses lèvres épuisées sortit, presque malgré lui, une voyelle profonde, un « A » qui se joignit naturellement à la musique souterraine, la faisant résonner avec une clarté accrue. D'autres suivirent, timides ou assurés, tissant dans la salle d'autres champs de fréquences, d'autres spirales d'écho. Kalia s'étonna de voir, devant l'autel dépouillé, la plus jeune de toutes, une fillette à peine âgée de 8 ans, ouvrir la bouche et lancer un chant simple mais exact, note pour note, du motif primordial. Les larmes lui montèrent, salées, brûlantes, et s'associèrent à cette certitude. Si elle et les autres pouvaient entendre, alors la terre entière aussi, un jour, pourrait vibrer à l'unisson de ces accords oubliés. Le chant, dès lors, cessa d'être une énigme terrible, mais devint invitation, promesse, caresse. Dans l'espace de la salle où flottait l'encens de roses et de sapins, dans les chairs tendres, dans la pierre ancienne, la musique ne se contentait plus de vibrer. Elle éveillait une mémoire, celle d'un temps antérieur au langage, antérieur au tumulte. Ils étaient nombreux à se perdre ainsi, tantôt voyageant gentiment dans des espaces moelleux de souvenirs, tantôt glissant dans de longs tunnels de vision, où défilaient, immenses, des silhouettes d'anciens, drapés de peau et de silence, les pieds nus sur une terre rutilant de bruissements, les regards lourds d'histoires infimes transmises par la voix. Kalia sentit la frontière du réel se dissoudre. Sa conscience, légère, alla flotter en volute vers un panorama intérieur. Là, de vastes plateaux surgissaient, recouverts d'herbes longues, aux couleurs inconnues. Au loin, des rochers titanesques s'alignaient selon des schémas parfaits, triangles de lumière, portes de quartz fumé. Dans la lumière grise, tout semblait vibrer d'une matière nouvelle, plus dense, faite à la fois d'air, de son, de mémoire et de chair. Elle savait confusément, ceci n'était pas une invention, mais un souvenir très ancien. Des peuples jadis s'étaient réunis ainsi,
courbés sur la terre tiède, chantant et frappant la roche, appelant la pluie, la pousse, le soleil. Chaque note n'avait pas pour but de séduire, mais de réveiller, d'acclamer, d'insuffler la vitalité de la sève, de conduire la lumière dans les os du monde. Un cercle parfait, la voix qui s'accorde au rythme sourd des pierres, des arbres, du cœur. Les anciens bruits d'avant le monde moderne, ceux de la lignée, résonnaient encore, presque intacts, dans ce paysage intérieur. La salle autour d'elle, la vraie, ou celle rêvée, paraissait s'élargir, devenir cathédrale, puis canyon, puis voûte étoilée. Les respirations réunies formaient de nouveaux rythmes inédits. Ce n'était pas l'asphyxie de la méditation, c'était l'expansion, l'ouverture. Solidaires, rodés par un même immense souffle, les méditants réalisaient, dans leur abandon, le miracle de la concorde avec le vivant. Un battement battait, au centre, rythme profond, ni tout à fait un tambour, ni tout à fait cœur d'animal. Les plus jeunes voyaient des oiseaux surgir de la pierre, des serpents enlacés former des entrelacs d'ombre et de lumière. Les plus vieux se souvenaient, d'un coup, de fragments de prières chantonnés dans un dialecte perdu, au bord d'un feu, sur une terre nue. Au cœur de la nuit, la bande songeait à la lignée, à ce que ce terme avait pu vouloir dire avant d'être relégué à la poussière des mythes. La lignée, disaient les paroles, était l'enchaînement ininterrompu du chant terrestre, cette fréquence unique que quelques-uns avaient continué à écouter, même lorsque les autres n'y entendaient plus rien. Cette lignée, à présent, palpitait à nouveau dans le frêle réseau de voix, d'os et de rêves qu'il formait. Mais serait-il assez nombreux, assez courageux, pour le révéler au reste du monde? La question resta suspendue, lumineuse, sans réponse. Un léger bruissement courut parmi eux, comme si la pierre elle-même avait approuvé. Kalia crut comprendre que le renouveau de la lignée ne tenait pas à quelques personnes éveillées, mais à la capacité de l'humanité, tout entière, de vibrer à nouveau au diapason du vivant. Elle pressentit avec clarté la possibilité merveilleuse. Et si, dans un futur pas si lointain, chaque homme, chaque femme, chaque enfant pouvait s'accorder à cette fréquence? Si, en oubliant temporairement son identité étroite pour écouter, il pouvait entendre l'ancien chant et être, ne fût-ce qu'un instant, plus vaste qu'eux-mêmes, l'humanité, alors, basculerait, la lignée renaîtrait, et le chant ferait se lever en chacun la mémoire indestructible du vivre en accord. Alors, le chant cessa d'être extérieur. Kalia sentit qu'il provenait d'abord de ses pieds, puis de son ventre, puis de sa poitrine. Une brume d'aube flottait sur la mer, ourlant chaque vague d'un éclat nacré que le soleil effleurait du bout de ses doigts. Sous la grande coupole du ciel, une respiration profonde, presque imperceptible, liait l'océan aux êtres vivants qui attendaient sans attendre et cherchaient sans chercher, comme si la question de leur origine vibrait doucement sous leur peau, murmurée par le sel et le vent. Naël s'était éveillé avant la lumière. Son souffle rencontrait la fraîcheur de la nuit persistante, et sur ses tempes il percevait une présence nouvelle. Un chuchotement, un rythme ancien qui faisait résonner en lui un souvenir sans visage. Les jours passés, il avait marché sur le sable, oublié puis retrouvé, écouté la rumeur des rochers et la plainte basse du ressac, incapable de nommer cette mélodie qui le traversait pourtant depuis les profondeurs de sa chair. Mais ce matin-là, tout était différent. Ce n'était ni un sentiment ni une sensation, mais une évidence. L'histoire du monde dormait tout entière dans son cœur, enfouie et vibrante, attendant le moment de s'épanouir. Dans la houle, sous la surface miroitante, les baleines chantaient, chaque note tissée d'une mémoire secrète. Elle portait en elle l'écho du commencement, une mémoire cellulaire où les histoires circulaient sans mots, comme une lueur sous la glace. Tandis que Naël écoutait, il sentit la même résonance courir dans ses veines. Quelque chose soulevait les rideaux de l'oubli qu'il avait cru impénétrables, et des images fugitives se mirent à danser derrière ses yeux clos. Des cités de lumière immergées, des jardins suspendus dans l'eau claire, des gestes d'adieu qui n'en étaient pas, car tout était passage et retour. Près de lui, Méa regardait la mer sans parler. Depuis des semaines,
Elle portait elle aussi ce silence tissé d'attente, comme si elle savait que le monde touchait à un seuil. Quand le vent s'éleva, elle sentit son corps frissonner d'un pressentiment doux amer, un souvenir d'amour et de dissolution. Au plus creux de sa poitrine, elle retrouvait le rythme oublié d'un autre temps. Il y avait là la certitude d'avoir aimé autrefois la grande unité de la Lémurie, non comme une terre rêvée, mais comme une part de son être. « Tu sens » murmura Naël sans oser la regarder. Elle hocha la tête, et dans ses yeux passa la certitude d'un retour. Au loin, un rorqual remonta vers la surface. D'un souffle, il ouvrit l'air, et la colonne d'eau neuve s'éleva comme une prière. Il y avait dans ce geste une puissance tranquille, un élan de guérison offert à tous. Sur la plage, l'eau coula entre les doigts de Méa, et ce simple contact fit affluer en elle la chaleur douce de la transmission. Les souvenirs ne venaient pas sous forme de scènes précises, mais sous celle d'une sensation. Une paix densément tressée, un savoir sans peur, une conscience d'être à la fois singularité et océan. Les premiers temps de la Lémurie n'avaient pas été faits de conquête ni de pierres dressées, mais de confiance silencieuse en la trame invisible. Chaque être humain, chaque animal, chaque plante vivait en harmonie avec la vibration infime reliant toute vie, respirant à l'unisson dans une matrice de lumière souple. Ce souvenir naissait en Méa avec la certitude d'être hérité, porté et partagé, sans qu'un mot soit prononcé entre ceux de la lignée. L'eau, le vent et la chair parlaient d'eux-mêmes par leur simple contact. Naël ferma les yeux. Dans le noir paisible de sa conscience, une voix s'éveilla, lente et régulière. Comme issue du magma premier, nous dormions pour protéger l'essentiel. Nous veillions afin qu'un jour, les fils de la lumière se souviennent, non d'empire ou de ville, mais de la douceur d'exister. Il ne savait pas d'où venait cette phrase. Pourtant elle réchauffait ses os, elle vibrait jusque dans sa langue, comme si elle était née là, au croisement de l'histoire et du chant. Les souvenirs prenaient la forme d'une caresse sur l'âme, non d'une archive figée. Soudain, Méa sentit sa colonne vertébrale frémir. Elle revoyait, non avec les yeux mais avec le cœur, la façon dont les Lémuriens accueillaient chaque aube comme un miracle renouvelé. Il n'y avait pas d'architecture glorieuse ni de trésors cachés, mais des mains qui se tendaient pour partager la lumière du dedans. Elle se rappela, non en pensée, mais en sensation corporelle, la douceur des regards, la gratitude offerte entre deux souffles, cette conscience aiguë de ne jamais être séparée de l'ensemble. Autour d'eux, d'autres s'éveillaient pareillement, parfois au détour d'un rêve, parfois d'un geste quotidien. Un vieux pêcheur levant les yeux vers le ciel se souvenait soudain d'avoir nagé jadis parmi les dauphins, ressentant le chant, la caresse du soleil à travers l'eau, la promesse d'une compréhension ancienne. Un enfant, dans son sommeil, murmurait des sons qu'il n'avait jamais appris, porteur d'un alphabet oublié que ses parents reconnaissaient sans le comprendre. Le monde semblait doucement se réaccorder, comme si la mémoire profonde de la lignée remontait goutte à goutte à la surface de l'humanité. Les rêves devenaient plus vivides, lourds de messages à décrypter. Dans les laboratoires et les jardins, dans les chambres d'enfants et les gares bruissantes, chacun retrouvait un fragment, une vision, une certitude. La Lémurie n'était pas une pure invention, mais une empreinte fossile dans les cellules humaines. Naël s'éleva. D'un pas tranquille, il longea la plage, laissait ses pieds s'enfoncer dans le sable froid, écoutait la vie s'installer à nouveau après la nuit. Son regard croisa celui d'un crabe, agile et têtu, qui traçait ses signes sur la grève. Même là, il perçut cette vibration, l'appartenance, le fil ténu et solide qui reliait tout, des plus minuscules créatures jusqu'aux baleines dansant sous la lune. Le souvenir traversait frontières et temps, effaçant les séparations factices, guidant chaque être vers la reconnaissance d'un même tissu d'amour. Méa le rejoignit. Elle avait les bras couverts de perles d'eau, dans son regard brillait la lumière d'une promesse redécouverte. Ils marchaient ensemble, le silence entre eux aussi doux que des paroles. Chaque pas laissait derrière lui l'empreinte trouble du passage, signe qu'il n'est de destinée que d'alliance. Ce matin-là, l'intensité de la lumière fit surgir en eux une multitude de sensations.
Naël sentit un flux couler de l'occiput jusqu'au plexus solaire, une chaleur vive accompagnée d'une tendresse qu'il n'avait jamais su nommer. Le mot « appartenance » revenait sans cesse, mais une appartenance nouvelle. Une alliance bien plus vaste que les habitudes, les traditions ou même les liens du sang. C'était l'évidence d'avoir porté, depuis toujours, la mémoire du vivant, d'être, lui aussi, une note dans la grande chanson des origines. Ils s'arrêtèrent sur un promontoire, le regard flottant vers l'horizon que la brume dévoilait peu à peu. L'instant paraissait éternel. Chaque respiration, chaque tressaillement du vent leur rappelait la certitude simple d'exister ensemble. Ce que la Lémurie leur transmettait, ce n'était pas une nostalgie, mais la joie du présent éveillé. Ils n'étaient pas là pour reconstruire un passé englouti, ni pour traquer des traces perdues. Ils étaient là pour réaccorder le monde à cette douceur originelle, pour permettre à la lumière de circuler à nouveau, de cœur en cœur, guérissant les fractures invisibles. Au fil des heures, la résonance s'amplifia dans les rues du village, sur la montagne et jusque dans les maisons. Partout, on sentait une légèreté neuve, une transparence des gestes et une générosité sans attente. Les disputes s'apaisaient, les colères anciennes se dissolvaient. Certains se surprenaient à pardonner sans comprendre pourquoi, d'autres à sourire à des inconnus comme à de vieux amis. Les enfants, surtout, semblaient traverser de jeux nouveaux. Ils se frôlaient, partageaient des trésors inventés, se tissaient en cercle de confiance qui émerveillait les adultes. Dans l'océan, la symphonie montait, enveloppant chaque être d'un manteau de son grave, de vibrations profondes. Les baleines, messagères du souvenir, guidaient les courants invisibles avec une patience prodigieuse, reliant les flux des profondeurs à ceux de la surface. Méa sentit en elle l'appel d'une promesse intime. Elle s'assit, le corps adossé à une pierre ronde, ferma les yeux et se laissa traverser par la pulsation. Alors, la mémoire revint, non comme une histoire précise, mais comme une pluie de sensations. Elle se vit, haute et fragile, marchant sur des dalles humides, accueillant des visiteurs venus d'ailleurs avec l'amplitude d'un cœur sans porte. Elle effleura de la main l'étendue d'un lac salé où les reflets dansaient comme des rires d'enfants. Elle entendit qu'autrefois, parler n'était pas nécessaire, car chaque présence, même silencieuse, portait en elle la bienveillance et la clarté du chant commun. Une douceur inconnue monta sur ses joues. « Pourquoi ai-je cru oublier ce que j'ai toujours su ?» pensa-t-elle. Mais la question ne se posait déjà plus. La mémoire de la lignée ne pesait jamais. Elle élevait, donnant à chaque instant la densité d'un commencement perpétuel. Naël, lui, laissa couler ses pensées comme des perles. Il revivait, ou peut-être inventait-il, des gestes d'un autre temps, des offrandes de lumière partagées autour de l'eau, de la nourriture déposée sur l'autel de la terre, des chants murmurés au crépuscule pour remercier la lune et ses cycles. La Lémurie n'était pas, pour lui, un continent englouti. Plutôt une présence, une fréquence, un souffle accueillant qui n'appartenait à personne, mais guérissait tout. Dans le silence de la matinée, il sentit une main effleurer la sienne. Méa le regarda, et sans un mot ils surent ensemble que le passage était franchi. Ce n'était pas un retour en arrière ni une délivrance miraculeuse, mais une reconnexion lente et tendre. Ils étaient vivants, traversés par la mémoire. Ce qui avait été enfoui dans le sommeil séculaire du monde remontait à la surface, radieux, inaltéré. C'est ainsi que s'achève cette saga. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à Saga Ancestrale pour d'autres récits fascinants. À bientôt.